Franck Ferrand raconte sur décision unilatérale de la toute jeune République française. Et il faut garder cela à l'esprit, il faut comprendre qu'Avignon vient de devenir française pour comprendre tout ce qui va suivre et pour comprendre notamment la colère qui gronde dans la ville à la fin de l'année 1791. Je dis à la fin, on est au mois d'octobre, les premières pluies viennent de faire leur apparition, mais après une longue période de sécheresse qui a affamé tout le monde. La municipalité, à ce moment-là, va prendre une décision. Faire fondre les cloches pour se procurer du numéraire et ne laisser qu'une seule cloche par paroisse. Il faut vous dire que la richesse des biens de l'église en Avignon est telle qu'il semblait logique aux patriotes, comme ils se qualifiaient eux-mêmes, d'aller récupérer dans les églises paroissiales, dans les couvents, dans les chapelles, tout ce qu'ils pouvaient récupérer, y compris l'or et l'argent des objets de culte. Cette décision va permettre aux partisans de l'ancien maire, Richard, qui est totalement opposé aux visées parisiennes et révolutionnaires, ça va leur permettre de faire courir un certain nombre de bruits. Ils accusent les nouveaux administrateurs municipaux d'avoir détourné une malle pleine d'objets religieux et pleine de bijoux mis en gage au mont-de-piété. On est dans le sacrilège, on est dans l'abus de cette révolution. Et rapidement, le bruit se met à courir comme une traînée de poudre, qu'un grand coffre d'argenterie a été aperçu de nuit en train de quitter la ville. Et pas seulement un coffre, on parle de 18 malles. Maintenant, tous ceux qui restent fidèles à la papauté, qui sont partisans du maintien de l'État pontifical, tous ceux-là sont en colère. Avec une réaction, le 16 octobre 1791, ils vont faire placarder dans la ville une affiche signée d'un certain Joseph d'Intar qui dénonce le dépouillement des églises et la confiscation des cloches au nom de la nouvelle patrie. Il y est écrit que les patriotes, donc avec de grands guillemets, se sont emparés de 100 000 francs d'argenterie au mont-de-piété. On décide de prendre les portes de la ville afin d'empêcher les voleurs de sortir. Ça a lieu le matin du dimanche. Les clés sont confisquées, envoyées à l'abbé Mulot à Sorgues. Et il y a même des bruits qui laissent entendre que la Vierge aurait fait plusieurs apparitions dans les environs, qu'une effigie de la Vierge au cordelier aurait délivré des larmes de sang. Alors, vous comprenez le traumatisme de la région à cette époque, en fait. On vivait tranquillement en Avignon depuis bien longtemps. Il y avait une petite période sous le règne de Louis XV où le royaume de France avait essayé de récupérer la ville. Mais globalement, tout ça était bonhomme. Et voilà maintenant que ces révolutionnaires parisiens prétendent faire la loi. Les partisans du pape veulent qu'on leur rende des comptes. Et pour essayer de leur expliquer la situation, eh bien, la République les patriotes, si vous voulez, les rouges, vont dépêcher sur place le secrétaire greffier de la commune qui s'appelle Nicolas Lécuyer. Il se rend donc dans cette fameuse église des Cordeliers, il monte en chaire pour essayer d'être entendu, mais là on le prend à partie et celui qui nous raconte les derniers instants de Lécuyer, c'est une des pages célèbres qu'il ait pu écrire, c'est le grand Michelet, Jules Michelet. Le pauvre Lécuyer, misérable objet du débat, n'espérant rien et voyant son avocat même en si grand danger, se lève brusquement de la salle et court à l'autel. Un homme compatissant lui montrait derrière une porte où s'échapper. Mais à ce moment, un ouvrier taffetassier lui assène un coup si raide que le bâton fut brisé et vola en deux. Il tomba juste où on voulait, au marchepied de l'autel.
Le trompette de la ville entrait au moment même, sonnait pour faire silence, publier une proclamation. Le formidable zou-zou, crié par des milliers d'hommes, fit taire ce trompette. Cette foule énorme, serrée sur un point, était comme suspendue sur le corps gisant. Les hommes lui écrasaient le ventre à coups de pied, à coups de pierre, les femmes de leurs ciseaux pour qu'il expiât les blasphèmes, découpèrent avec une rage atroce les lèvres qui les avaient prononcées. Dans cette torture épouvantable, une voix faible sortit encore de ce je ne sais quoi sanglant qui n'avait plus force humaine. Il priait humblement qu'on lui accordât la mort. Un terrible éclat de rire s'éleva et on ne le toucha plus pour qu'il savourât la mort tout entière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, le commandant du fort, il s'appelle Jourdan, et le colonel de la garde nationale d'Avignon, Duprat aîné, sont informés. Ils tentent de réunir des troupes qui, à ce moment-là, étaient dispersées. On décide de faire sonner la cloche d'argent du palais des papes pour alerter les fameuses troupes, et ce n'est que vers 1h de l'après-midi que Jourdan entame son action après avoir péniblement réuni un groupe de 350 hommes. Son premier objectif, c'est de reprendre les portes de la ville pour bloquer tout échappatoire aux coupables. Il part avec 150 hommes, 2 canons pour se rendre dans ce sanglant couvent des Cordeliers, et compte tenu de la configuration de la ville, on présume que les 2 canons en question ont été transportés moins pour en faire usage que évidemment pour imposer le respect, pour terroriser même la foule par le bruit des roues de ces canons sur les rues pavées, sur les pavés des rues. Ils arrivent sur place, ils dispersent un peu de foule qui était restée en faisant au passage plusieurs blessés. Et là, le spectacle qu'ils découvrent est atroce. L'écuyer est resté gisant dans son sang. On l'emmène à travers les rues d'Avignon tandis qu'il agonise. Il va mourir juste un peu plus tard. Il faut vous dire que dans cette région d'Avignon, toutes les avancées politiques de la Révolution ont été mal vécues, à commencer par la constitution civile du clergé de juillet 90, bien entendu. Dans tout le comtat vénessin, dans toutes ces terres pontificales, on a évidemment été très choqué par les avancées révolutionnaires, et ça a créé un véritable conflit entre ceux qui sont favorables à la Révolution et à l'annexion française, les patriotes, et ceux qui restent fidèles aux États pontificaux, les papistes. Il était évident que tout ça finirait par un grand affrontement. Michelet lui-même voit Avignon comme le point où les 2 principes, le vieux et le nouveau, se trouvant tout d'abord face à face et violemment contrastés, montrèrent dès le commencement l'horreur d'une lutte furieuse. Elle produisit d'avance en petit, comme en un miroir magique, l'image des scènes sanglantes que la France allait présenter. Vous écoutez Radio Classique. La famille de l'écuyer réclame vengeance, évidemment. Le fils de l'écuyer, il a 16 ans à ce moment-là, se présente avec des compagnons. Il veut exécuter lui-même les assassins de son père. Et le massacre va commencer avec l'accord de Jourdan, qui n'intervient à aucun moment pour mettre un terme à la tuerie. Au contraire, voilà comment va naître cette page absolument effroyable. Jourdan quitte les lieux avec Duprat aîné. Il y a un journaliste également local qui s'en va souper avec eux dans une auberge des environs. L'idée, c'est de laisser la voie libre à la populace pour les représailles. Les emprisonnés sont sortis de leurs cellules et sont exécutés les uns après les autres. C'est un massacre incroyable. Les exécuteurs ne sont pas de véritables bourreaux, évidemment. Ils n'ont pas d'habileté à abréger les souffrances de leurs victimes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au contraire, il semblerait qu'un certain sadisme se fasse jour dans cette vengeance obscure, avec vraiment un amoncellement
de cadavres. On va être obligé on va pratiquer une ouverture dans la tour de la glacière pour jeter les corps dans cette fosse, car on ne sait même plus quoi en faire. La glacière, vous savez, c'était ces endroits, les glacières, dans lesquels on conservait de la glace pour faire de la fraîcheur à la belle saison, bien entendu. Mais on va jeter dans la fosse, on va jeter les cadavres. Un détachement se rend à l'auberge où soupaient Jourdan, Duprat et les leurs, afin d'avoir l'aval du chef quand il ne reste plus que les villageois les plus charismatiques et les plus populaires, donc en quelque sorte les plus difficiles à exécuter, si je puis dire. Et entre deux ripailles, le chef approuve. Le massacre va pouvoir se poursuivre. Il semble cependant que 2 femmes et un frère de 90 ans aient finalement été épargnés. Il n'en reste pas moins que ce massacre de la glacière d'Avignon va entrer dans les mémoires. Où se trouve cette glacière? C'est l'ancienne tour des latrines du Palais des Papes. Elle est sur la façade est du Vieux Palais, du côté sud, directement accolée à la tour de Trouillas. Il y avait 2 étages de latrines qui correspondaient avec 2 galeries du cloître et la fosse était irriguée par une récupération des eaux de pluie à partir du cloître et correspondait avec un grand égout qui ensuite se jetait dans la Durançole et de là dans le Rhône. Cette fosse a donc servi de glacière par la suite et c'est comme ça, d'où le nom de cet endroit où on a accumulé tous ces cadavres de cet épouvantable massacre. Michelet donne une description de tout cela, une description digne d'un roman gothique. Au dehors, tout est informe, c'est un monstrueux château fort, une gigantesque tour qui n'est ni bien carrée ni ronde, Trouillas où la glacière s'allonge pour voir au loin, Babel affreuse que bâtit dans son orgueil le pape qui le premier, n'ayant ni sujet ni terre, se donna la triple couronne. Trouillas, c'est la tour du pressoir, peut-être dans l'origine fut-elle le pressoir féodal, mais de bonne heure, elle fut un pressoir d'hommes, une prison à presser la chair humaine. Alors, il y a eu des témoins oculaires de ce qui s'est passé. L'un des rares témoignages, c'est celui de Bénézet Piton, qui était un ami de Jourdan, qui a été sorti de sa cellule sur ordre de celui-ci et conduit dans une arrière-cuisine du palais. C'est là que s'est reposé le fils l'écuyer, qui était littéralement fatigué de meurtre. Et le témoin raconte que lorsqu'on vient avertir le fils de l'écuyer qu'il reste encore 30 prisonniers à exécuter, il dit « Qu'est-ce que ça me fait? Mon père n'en est pas moins mort et ça ne le fera pas revenir. » Je vous propose de partager le récit que Michelet donne des événements. Il n'y eut aucune espèce d'ordre, tout fut laissé au caprice de ces brutes que l'on avait par une effroyable ivresse poussé au premier degré de l'aliénation de l'esprit, écrit Michelet. Les femmes, pour la plupart, étaient jetées râlantes et mourantes sur l'escalier, mais tous les hommes, immédiatement traînés par les pieds, furent précipités à mesure qu'on les tuait au fond de la tour Trouillas. Plusieurs d'entre eux, blessés, meurtris par une chute de 60 pieds, y arrivaient encore vivants. 9 femmes précipitées à 4 heures par-dessus les hommes durent les assommer de leur chute. Ils furent rejoints par Jourdan vers 4 heures du matin. Le commandant du fort prit avec eux une collation et alla se coucher en demandant d'être réveillé 2 heures plus tard. Comme une forte odeur commençait à se dégager de la glacière, les cadavres furent recouverts de chaux vives sur ordre personnel de... Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il y a d'autres témoignages de seconde main maintenant, notamment ce garçon de salle de l'auberge où résidait le fils l'écuyer qui s'appelle François Boudin. Ce François Boudin affirme avoir recueilli les faits et gestes de l'écuyer, enfin de l'écuyer fils bien sûr, de sa bouche même. Celui-ci lui aurait confié avoir personnellement exécuté une dizaine de personnes. Il se serait arrêté épuisé vers 3 heures du matin et aurait été réveillé par les cris et les hurlements des victimes.
À ce moment-là, il sort, il voit ses acolytes en train de faire basculer les morts et les blessés dans la glacière et il précise toujours, c'est l'écuyer lui-même qui aurait raconté ça donc à Boudin, que pour se donner du cœur à l'ouvrage, les hommes auraient vidé une vingtaine de bouteilles de liqueur. Nous sommes dans des scènes qui sont littéralement infernales. La municipalité va décider de faire à Nicolas Lécuyer des obsèques officielles et grandioses, malgré tout ce qui vient de se passer. C'est vous dire le degré de fanatisme auquel on est arrivé. Les deux camps sont dans une lutte à mort. Cérémonie religieuse dans l'après-midi du 17 octobre à l'église même des Cordeliers et cortège qui se déploie dans les rues d'Avignon pour accompagner donc la dépouille de Nicolas Lécuyer, de celui qui avait été envoyé dans ce couvent des Cordeliers pour essayer de rendre compte de l'action municipale, pour l'accompagner jusqu'au cimetière Saint-Roch où il va être inhumé. L'Assemblée générale des citoyens actifs décide 2 jours plus tard que l'église des Cordeliers sera fermée au culte et que son clocher sera démoli. Il a été amputé de sa flèche et de son tambour, mais la démolition n'est pas allée jusqu'au bout. L'Assemblée a décrété également qu'une pension de 1200 livres devrait être versée à la veuve Lécuyer et être reversible à son fils, sans doute pour le remercier de ses belles actions, n'est-ce pas ? C'est Marc Ménègre qui donne cette précision. 1 mois plus tard, la municipalité ordonnera l'ouverture d'une brèche au bas de la tour de la Glacière afin de retirer les restes des 60 cadavres qui se trouvaient là. La désincarcération aura lieu du 14 au 16 novembre. Et le lendemain, 20 caisses remplies seront convoyés vers le cimetière Saint-Roch sous une pluie battante. On imagine cet effroyable convoi sous la pluie de novembre. Entre-temps, les conseillers jugent inconvenant que le corps du secrétaire municipal repose aux côtés de ceux de la Glacière. Alors, on va décider de le faire transférer au cimetière du Rocher des Dons. Le transfert a lieu vers la fin du mois d'octobre et une plaque est clouée sur le couvercle avec ces mots: ce cercueil contient le corps de l'infortuné Lécuyer, massacré indignement le 16 octobre 1791 dans l'église des Cordeliers, sur les marches du maître-autel. On trouvera sous cette plaque 3 extraits du procès-verbal dressé sur ce malheureux événement. L'affaire fait grand bruit, pas seulement l'exécution, pas seulement le crime contre Lécuyer, mais l'énorme massacre vengeur qui a suivi. On en parle jusqu'à Paris. Dans l'Ami du peuple, Marat juge que la mort de ces scélérats n'était que le juste châtiment de leurs infâmes machinations, et il salue, je dis bien il salue, les actes de justice que les patriotes d'Avignon avaient été forcés d'exercer pour leur salut. Ça ne s'invente pas. Et le gouvernement révolutionnaire qui vient de publier le 26 octobre 91 le décret de rattachement d'Avignon à la République française dépêche des commissaires civils escortés par des troupes placées sous le commandement du général Choisy. Ils arrivent sur place et ordonnent de nouvelles poursuites. Seulement le 19 mars 1792, l'Assemblée législative vote une amnistie générale qui va mettre un point final à l'enquête, malgré l'opposition d'un certain nombre de députés, notamment le monarchiste et catholique Viénot de Vaublanc, qui aurait bien aimé qu'on aille au bout de cette enquête. Par la suite, Mathieu Jouve-Jourdan, qu'on appelait Jourdan Coupe-Tête depuis les journées d'octobre 1789, et qui était officiellement responsable de la tuerie, sera traduit devant le tribunal révolutionnaire, condamné à mort et guillotiné le 27 mai 1794. Dans le calendrier républicain, ça donne le 8 prairial en 2. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, est-ce que cet événement peut être rattaché au déroulement de tous les événements de la Révolution ? C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, et de ce point de vue-là, Michelet, une fois de plus, a eu une intuition extraordinaire, c'est qu'il contient en germe l'expression de ce qui, notamment en septembre 1792, va se manifester à Paris et dans plusieurs villes de France. Cette espèce d'opposition irréconciliable entre les tenants de l'Ancien Régime et les partisans du Nouveau, avec les massacres qui s'en suivent. Michelet s'attarde sur le massacre de la Glacière parce qu'il le considère comme un miroir, il nous l'a dit tout à l'heure, comme une mise en abîme d'une certaine façon. Et
Peut-être aussi voit-il dans ce massacre le préambule au massacre de septembre 92 et à ceux plus diffus de la Grande Terreur. Le massacre du 16 septembre, écrit-il, est le hideux original des massacres de septembre. Ceux-ci, qui un an après semblent sortis d'un élan de fureur toute spontanée, n'en furent pas moins pour les méridionaux, qui eurent tant de part à l'exécution, une imitation en grand du carnage de la Glacière. Plusieurs des bourreaux disaient être venus exprès pour enseigner leur méthode aux massacreurs de Paris.